Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. En France, une personne sur 6 accompagne au quotidien un proche en situation de dépendance, en raison de son âge, d'une maladie ou encore d'un handicap. Enfants, parents ou conjoints, ils participent aux activités de la vie quotidienne, les démarches administratives, le soutien psychologique, les soins et la toilette. Mais bien que motivés par l'amour, la nécessité ou le devoir, ils doivent faire face à de nombreuses difficultés et défis. Alors pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alan. Bonjour Alan. Bonjour Sylvia. Alors toi, tu es marié, tu es père de 3 enfants, dont une petite fille qui s'appelle Nila et qui souffre d'épilepsie. Oui, c'est bien ça. Donc tu me disais que c'était à ses 3 ans qu'elle a commencé à manifester des symptômes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il s'est passé et comment le diagnostic a été posé ? Alors c'était au cours de l'été 2011 où Nila était en vacances chez mes parents. Nous encore sur la région parisienne en train de travailler. D'accord. Elle a déclenché la première crise, donc on s'en est pas rendu compte nous spécialement, mais ma mère qui était avec elle s'est aperçue que Nila faisait des absences. On lui posait des questions, elle répondait plus, et un jour, un vendredi, elle est tombée par terre et elle a commencé à convulser. Donc ma maman prit le panique, l'a accompagnée en urgence à l'hôpital de Saint-Brieuc, où elle a été prise en charge par des pédiatres et des neuropédiatres qui ont immédiatement posé le diagnostic. Alors nous, ça a été très vite diagnostiqué. D'accord. Donc j'imagine effectivement que pour ta maman, ça a dû être un moment difficile. Comment est-ce qu'on vous a annoncé la maladie de Nila ? Alors nous, dans un premier temps, donc ma maman nous a appelés, on s'est mis en route directement avec mon épouse pour rejoindre mes parents. Et arrivé à l'hôpital, on nous a dit que les convulsions, les crises, les absences, eh bien suite à un EEG, c'était caractéristique d'une épilepsie. Alors nous, on était désemparés parce que, comme beaucoup de Français, si on n'est pas face à cette maladie, on ne connaît peut-être que l'épilepsie. On est parti de l'hôpital un petit peu, déboussolé, j'imagine. Déboussolé, et puis c'est un enfant de 3 ans. Quels sont les symptômes qu'elle manifeste ? Donc tu as parlé d'absence. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qu'elle a ? Alors oui, notre fille, depuis sa première crise, les crises évoluent au fur et à mesure de sa croissance. Maintenant, ces crises se caractérisent par une perte de conscience, des yeux qui révulsent, des convulsions, des raideurs dans les membres et des lèvres qui deviennent bleues parce que son cœur ne fonctionne pas aussi bien qu'une personne normale, et elle bave aussi, et donc voilà. D'accord. J'imagine qu'en plus c'est impressionnant de voir son enfant dans cet état. Vous saviez ce que c'était l'épilepsie ? Non, alors comme je t'ai dit, Sylvia, avant qu'on nous pose le diagnostic sur notre fille, l'épilepsie, on connaissait le mot, mais on connaissait pas les caractéristiques d'une épilepsie. Donc c'est, comme tu le dis, c'est impressionnant quand on voit les premières crises. On panique, on sait pas quoi faire. On a beaucoup peur parce que voir des lèvres devenir bleues, ça veut dire qu'on a une peine. Et donc, on découvre, on apprend la maladie au fur et à mesure de son évolution. J'imagine que ça a dû avoir un impact important parce que ta fille était petite. C'est là où vous êtes venu aidant. De quelle façon est-ce que ça a impacté à la fois ta vie personnelle, mais j'imagine aussi ta vie professionnelle ? Alors pour la vie personnelle, ça a été, on a eu cette chance que ça soit diagnostiqué assez tôt, donc on a pu commencer à s'organiser, mon épouse et moi, pour pouvoir prendre en charge correctement Nila tout au long de son évolution. Ensuite, j'ai 2 grands ados qui ont pris l'appel en même temps que nous et qui se sont très impliqués dans la maladie de leur sœur. Pour te dire que maintenant, j'en ai un qui a 18 ans, la deuxième a 15 ans, je pars avec mon épouse faire des courses, on n'a pas peur de leur confier Nila. Ils savent très bien faire face à la crise, comment la mettre en sécurité, comment la soutenir, et c'est un plus. Ensuite, au niveau de la vie professionnelle, ça a été très compliqué dans un premier temps,
parce que j'avais des horaires décalés. Mon épouse étant enseignante, elle avait tout ceci. Au départ, on l'a inscrite dans la même école que mon épouse pour pouvoir être place en cas de nécessité. Moi, au niveau professionnel, j'ai dû changer mon rythme de travail. Au lieu de passer à un rythme en cyclique, travailler les week-ends et jours fériés, j'ai réussi à obtenir une place en hebdomadaire, en régime de bureau, ce qui me permettait d'être plus rapidement joignable et de pouvoir quitter mon emploi en cas de nécessité lors du temps scolaire. D'accord. Elle a des crises régulières, ou à l'époque, elle avait des crises très régulières. Alors en moyenne, Nila fait, et depuis toujours, fait entre 3 et 6 crises par semaine. D'accord. À quel moment de la journée. Et depuis peu, elle en fait aussi la nuit. Donc là, ça commence à être un autre souci. On va essayer de s'organiser autrement. Voilà. D'accord. Et les traitements aujourd'hui n'aident pas à réguler ou à améliorer ces crises? Alors Nila, depuis ses 3 ans, on est à son 11e traitement. Donc D'accord. en 9 ans, on va dire en 9 ans, elle a changé 11 fois de traitement. Et malheureusement, elle fait partie des 30% d'épileptiques qui sont pharmacorésistants. C'est-à-dire que peu importe le traitement, on n'arrivera jamais à stabiliser son épilepsie pour le moment. On a juste à canaliser et à réduire l'impact de la crise, mais pas à prévenir et à stopper les crises qui vont arriver. Elle a quel âge aujourd'hui, Nila ? Elle a 12 ans. Comment elle le vit, elle ? Parce que j'imagine que pour elle aussi, ça doit être difficile je dirais peut-être pour sa vie sociale. À 12 ans, on a des copines, on veut aller dormir chez les copines, on veut sortir. Au-delà de la situation aujourd'hui qui est un peu particulière, mais elle arrive à le gérer tout ça ? Elle arrive à le comprendre ? Alors, pour te répondre exactement, Nila a 12 ans, mais dans son corps, elle a un corps d'une jeune fille de 12 ans. Mais elle a une jeune fille de 8 ans. D'accord. Donc toute la vie avec les copines, c'est quand même plus facile à 8 ans de pouvoir et dire que c'est pas possible qu'une jeune fille de 12 ans qui commence à avoir, comme tu dis, un réseau social, des amis. Donc là, pour le moment, on arrive encore à pouvoir gérer cette partie-là. Cependant, c'est arrivé qu'elle aille dormir chez des amis. Une collègue de ma femme, elle a une fille du même âge et elle a connu l'épilepsie de notre fille depuis le début. Donc D'accord. on avait en lui laissant la Nila pour le week-end. Elle connaissait les traitements, elle savait comment gérer. Sinon, oui, c'est vrai que ça va devenir un problème quand elle nous demandera d'aller dormir chez des copines. Il va falloir qu'on rencontre les parents, qu'on explique les gestes d'urgence, les médicaments, la prise à... Donc oui, c'est un autre problème à rencontrer. J'imagine que vous avez aussi rencontré d'autres grands défis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, un grand défi, ça a été la scolarité de notre fille. On voyait qu'elle était plus dans sa classe dite normale. Excuse-moi, j'aime ce terme-là parce que je trouve pas que ma fille est pas normale. Bien sûr. Et le cursus scolaire actuel... Classique, on va dire, peut-être. Voilà, classique, voilà, c'est mieux. Dans ce contexte classique d'un cursus scolaire, notre fille se perdait. Elle était heureuse, elle était dépassée et elle était en manque de motivation. Donc grâce à la fondation pour laquelle j'œuvre tous les jours, on a eu connaissance d'une maison médicalisée à caractère sanitaire et social qui se trouve sur l'île de Toulouse. Cette maison a pour but de prendre en charge tous les enfants épileptiques sévères. On a fait notre demande, cela en 2019, et elle a été acceptée dans le cursus de cette école. Donc cette école a juste la spécialité, c'est que notre enfant allié de rentrée, il la suit jusqu'à ses 22 ans. Donc du coup, pour vous, ça a aussi impacté votre vie parce que vous avez dû déménager, j'imagine. Eh bien oui, donc on a tout quitté la région parisienne où on y a vécu pendant plus de 40 ans, avec l'ami, la famille, et puis on est reparti à zéro dans une autre région. C'est un sacrifice qu'on fait, mais on sait pourquoi on le fait, et on voit le résultat sur notre fille, donc c'est un beau sacrifice qu'on a fait. Et tes deux autres enfants, ils ont compris, ils ont accepté aussi, parce que j'imagine pour eux ça a dû être aussi difficile, voire peut-être plus. Alors c'était la grande question, de déterminer nos enfants, nos deux ados, de leur contexte, à savoir que ma fille qui a 15 ans là actuellement, c'est elle qui nous a poussé à faire le dossier en urgence. Donc c'est vraiment toute la famille en fait qui est autour de Nila et qui l'accompagne quelque part. Exactement, c'est ça, c'est un choix vraiment familial, ça a été une décision prise entre nous quatre parce que Nila elle savait que c'était pour elle qu'on le faisait.
Donc c'est vraiment, oui, ça a été un choix familial. Donc je comprends que ce qui vous a aidé, ce qui t'a aidé en tout cas toi, c'est le fait d'avoir une famille qui s'est resserré les coudes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à quelque part à repartir de zéro? Alors oui, déjà juste la prise en charge de ma fille. Là, je te dis, elle est dans une école où sur place il y a tout pour elle. En fait, si tu veux, son cursus scolaire s'adapte à son épilepsie. À l'inverse d'une école classique, qu'il faut qu'on adapte l'enfant à l'école. Là, dans ce type d'école, c'est l'inverse. On prend en charge plus l'individu que sa réussite au niveau scolaire. Tu parlais tout à l'heure d'une association pour laquelle tu travailles maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Depuis 2018, je suis rentré en contact avec la Fondation française pour la recherche sur les épilepsies afin d'apporter mon soutien dans un premier temps. Et ensuite, écoute, vu le parcours qu'on a eu dès la connaissance de la maladie de notre fille, et on s'est retrouvé un peu seul pour faire tout ce qu'il y a à faire, on a pris contact avec la fondation et j'ai décidé de m'engager à leur côté afin de faire valoir ce que c'est que l'épilepsie et aussi à d'autres parents qui se retrouvent comme nous, démunis, désemparés, laissés seuls pour faire les démarches et puis accompagner leur enfant. J'imagine qu'en plus tu en parlais un petit peu, mais qu'en plus du côté médical, il y a toute la partie démarche à faire. J'imagine que ça ne va pas être facile à gérer. Alors non, c'est un parcours du combattant. C'est pas peu de l'affaire, mais c'est vraiment ça. On sait très bien que l'épilepsie de notre fille, elle l'aura jusqu'à la fin de sa vie. Alors moi, je trouve navrant que tous les 2 ans, on soit obligé de renouveler ses droits en tant qu'enfant handicapé. C'est une démarche qui est lourde parce que c'est un dossier pour remplir, il fait plus de 10 pages. Il faut recontacter les professionnels de santé, remotiver notre demande. Malheureusement, l'épilepsie de notre fille a engendré des difficultés motrices, des difficultés d'apprentissage. Et tout ça, tous les 2 ans, il faut qu'on refasse la demande pour qu'elle puisse obtenir les aides. C'est vraiment très compliqué et très très lourd. Ouais, j'imagine, surtout qu'au départ, quand on n'y connaît rien, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. J'imagine que ça doit être, comme tu le disais, un vrai parcours du combattant. C'est ça. Et pour tout te dire, si on n'était pas tombé sur un bon neurologue à l'hôpital de Bray, on serait encore en train de tâter à droite et à gauche pour pouvoir faire les démarches. On a été bien aiguillé aussi grâce à un bon neurologue sur l'hôpital de Bray. Comment va ta fille d'un point de vue santé aujourd'hui? Eh bien, écoute, c'est très compliqué, très difficile. En moyenne, elle nous fait encore des belles crises. Il y a pas longtemps, vendredi soir, elle nous a fait 4 crises en moins de 2 heures. On est obligé de lui administrer le traitement d'urgence pour pouvoir la calmer, parce que il faut savoir que quand un enfant fait trop, enfin peu importe, enfant ou adulte épileptique, fait beaucoup de crises dans la foulée, il peut être en détresse respiratoire et avoir une fin pas très agréable. Ouais. Aujourd'hui, avec ton recul, le recul que tu as et aussi les actions que tu mènes au sein de l'association, qu'est-ce qui pour toi serait important à changer dans la société? Ce qui t'aurait aidé en tout cas au départ? Alors moi, ce qui m'aurait aidé au départ, c'est, comme je te l'ai dit, toutes les démarches administratives, les simplifier, ça serait déjà une très bonne chose. En tant que parent d'enfants malades, on a autre chose à faire que de s'occuper de la paperasse. C'est lourd. Déjà, la maladie est lourde en soi, mais cette partie-là est très lourde. Ensuite, ce qui m'énerve et qui m'agace, c'est que l'épilepsie fait trop peur. Au contraire, c'est une maladie comme une autre. Malheureusement, elle a ses inconvénients. Lorsque la personne fait une crise, c'est vrai que ça peut faire peur aux gens. Ils se demandent ce qui se passe. Et ce regard me dérange énormément. J'aimerais avoir plus de temps de parole sur des médias pour qu'on puisse faire connaître cette maladie. Il faut savoir que actuellement, il y a encore ces sacrés préjugés qui dit que lorsqu'une personne fait une crise d'épilepsie, le plus important à faire, c'est de lui sauver la langue pour pas qu'elle s'étouffe. Or, c'est faux. On peut jamais s'étouffer avec la langue. Il faut, voilà. Et on est quand même en 2020 et on pense encore ça. Comme tu le disais au départ, quand on n'est pas confronté à la maladie, on ne sait pas trop ce qui se passe. On connaît quelques symptômes, mais sans vraiment trop savoir comment réagir. En fait, c'est ça ce qu'il faudrait, c'est savoir comment agir. Exactement, mais pour pouvoir informer la population, la population, les gens, il faut avoir
temps de parole sur des médias à grande diffusion. Et ça, malheureusement, l'épilepsie, même pour eux, je sais pas, ça doit leur faire peur. On n'a jamais eu un temps de parole comme on peut voir pour d'autres maladies qui font des semaines spéciales, à savoir que le 8 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie. On va regarder les informations et je te fais le pari qu'aucun journaux télévisés ne parlera de la journée internationale de l'épilepsie. Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, pour rassurer peut-être les gens, quels sont les messages qui, pour toi, te semblent vraiment importants à porter par rapport à cette maladie? Ce qui est important à savoir sur cette maladie, c'est qu'elle n'est pas contagieuse et que l'épilepsie, c'est une maladie grave, mais si on connaît les gestes qui peuvent protéger la personne qui fait une crise, en soi, elle est pas si grave que ça. Si on connaît les symptômes et qu'on arrive à réagir assez rapidement pour mettre en sécurité la personne, eh bien, c'est déjà 60% du travail qui est fait. D'accord. Mais pour ça, il puisse s'exprimer. Alors, tu parlais tout à l'heure du regard des autres. Est-ce que toi, tu as ressenti ce regard et tu l'as ressenti de quelle manière? Alors moi, j'ai déjà été faire plusieurs fois des courses avec ma fille parce que, comme tu le sais, je peux pas la laisser toute seule. Bien sûr. Donc, arrivé qu'elle fasse des crises en plein centre commercial récemment, eh ben les gens, au lieu de venir me demander si j'ai besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, ils font un détour. Et ça, je peux te dire que malgré qu'on gère notre enfant, nous, on le vit mal, mais notre enfant, quand elle reprend ses esprits et qu'elle voit que les gens la regardent comme une bête sauvage, ben ça fait encore plus. Donc, c'est un regard de peur que les gens ont vis-à-vis de toi, alors que justement, le message, c'est de dire, faut pas avoir peur de cette maladie, il faut juste apprendre à la gérer. C'est ça, la maladie en soi, elle se manifeste par un comportement physique qui peut faire peur à la personne. Mais une personne épileptique, enfin, elle a besoin d'être rassurée aussi à la fin de sa crise. Elle a besoin de ça, de l'entourage, qu'on a bien pris soin d'elle, parce que lors de crise, elle a aucune conscience. Donc, elle peut se blesser très gravement, et le résultat peut être terrible. Donc, ce manque d'intérêt des personnes, ce détournement de regard où on change son chemin dès qu'on voit une personne qui fait une crise, c'est navrant. C'est navrant dans notre société dans laquelle on vit. Avec tous les moyens de communication qu'on a, on devrait pouvoir s'informer et savoir que l'épilepsie, c'est une maladie, certes, mais c'est une maladie qu'on peut encadrer et on peut prendre soin de la personne. Alors toi, on revient sur le fait que tu es aidant familial. Alors on le sait, hein, c'est pas facile, hein, même si on le fait par amour, ça engendre beaucoup de sacrifices. Tu en es la preuve, hein, tu as changé de travail, vous avez changé de région, c'est des sacrifices pour toute la famille. Quel conseil tu donnerais aux aidants? Alors, pour te dire, moi, le conseil que je donne aux aidants qui sont face à cette maladie, c'est de prendre attache avec une fondation, ne pas rester seul dans son coin. Ne pas vivre la maladie seule. Nous, ça nous a beaucoup aidé de nous rapprocher de la fondation. Alors, je parle de la fondation parce que j'ai eu un accueil magnifique de la directrice, qui même sans savoir la volonté et ma détermination à m'engager à ses côtés, m'a toujours aiguillé et conseillé. Nous a même fait parvenir des livrets d'apprentissage pour l'école, afin que les enseignants qui avaient en charge ma fille, qu'avait en charge Nila, puisse agir correctement lors d'une crise. Rester seul, c'est pas la solution. Je te le dis, hein, le meilleur, c'est de s'encadrer, s'affilier à une fondation ou une association, rejoindre un groupe pour pouvoir en parler, voir l'évolution des traitements, parce que grâce à des dons qu'on fait récemment, des collectes, la recherche avance. Il y a maintenant, on peut avoir une application sur le téléphone qui est en cours de développement pour pouvoir rappeler les heures de traitement, noter les crises, noter la durée, le type de crise. Et tout ça peut être transmis, il sera bientôt transmis directement au neurologue qui suit l'épileptique. C'est un gain de temps, c'est un gain de papier, de rapidité. Au moins la neurologue qu'on voit tous les 6 mois. Si on court des 6 mois entre la dernière visite et la prochaine visite, elle s'aperçoit qu'il y a une augmentation des crises, elle nous appelle et elle nous donne un nouveau traitement où on augmente un cachet par rapport à... D'accord. Par rapport à la fondation, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'investir dans celle-ci? Ce qui m'a poussé à m'investir dans la fondation, c'est justement ces 4 missions. La communication, la recherche, l'information et la simplification des démarches auprès des pouvoirs publics. Donc ça, c'est vraiment les 4 choses qui m'intéressaient le plus sur l'épilepsie. C'est ce que je t'ai dit lors de nos conversations actuelles. Moi, c'est vraiment les 4 missions
qui m'ont fait que je me suis engagé auprès de la fondation. Parce que c'est exactement ce que je veux voir évoluer. Et peut-être aussi te sentir utile de par ton expérience, aider les autres, pouvoir agir au quotidien. Exactement, de savoir que mon parcours, c'est le mien. Et ce que nous avons vécu, j'aimerais pas qu'un autre parent puisse le vivre de la même façon. Si on peut être là pour aider les parents, les conseiller, les orienter, leur simplifier les démarches, eh bien, c'est vraiment une chose qui me ferait plaisir. De savoir que grâce à nos actions, grâce à mon engagement, je peux aider des parents à vivre l'épilepsie de leurs enfants différemment que ce que nous, on a vécu. Alan, je te remercie pour le partage de ton témoignage. Vous avez eu beaucoup de courage, ta famille et toi, parce que effectivement tu es là, mais on ne voit pas derrière ton épouse et tes 2 enfants aussi qui partagent ce quotidien qui a été chamboulé malgré eux, parce que voilà, ta fille effectivement est malade, mais tout le monde s'est serré les coudes en tout cas et se serre les coudes pour pouvoir prendre soin de la petite Nila. Donc c'est vraiment un bel exemple. Donc bravo à vous. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour la suite. Effectivement, donc j'ai bien entendu qu'il faudrait que déjà d'un côté la paperasse soit beaucoup plus simple à gérer, ça vous soulagerait, ça te permettrait de mieux t'occuper encore de ta fille. Et puis aussi ce qui est important, ce que j'ai noté, c'est que le regard doit changer. Faut pas avoir peur de la maladie et être là au contraire pour soutenir à la fois les aidants mais aussi ceux qui en souffrent. Je te remercie, c'est très gentil à toi de m'avoir donné du temps de parole, de m'avoir laissé le temps de m'exprimer sur le rôle d'un aidant face à la maladie de l'épilepsie. Bon, malheureusement, il n'y a pas que l'épilepsie, il y a beaucoup d'autres parents qui se retrouvent dans la même situation que nous. Ensuite, le choix qu'on a fait, c'est un choix, j'ai une merveilleuse famille, j'ai des merveilleux enfants qui ont pris tout de suite conscience de la difficulté que leur sœur allait devoir faire face tout au long de son apprentissage et tout au long de sa vie. J'ai aucun mérite pour ça. On a juste eu l'occasion et la bonne occasion de pouvoir faire un virage à 180 degrés, repartir à zéro dans une autre région avec la chance d'une prise en charge pour notre enfant. Je le souhaite à tous les parents de pouvoir avoir cette chance-là, pouvoir leur donner leur chance à nos enfants. Quels sont toi tes projets aujourd'hui? Eh bien, écoute, mes projets, c'est pour l'instant, où on est, on a fait le choix qui est merveilleux pour notre fille. On revit parce que notre fille la peur de recevoir un appel en pleine journée pour nous dire venez chercher votre fille. Elle a fait une crise, on l'a emmenée aux urgences parce qu'elle s'est cassé un bras, elle s'est cassé une jambe. Là, à l'école où elle est, elle a le médecin sur place, l'infirmière, elle a tous les soins qui lui sont nécessaires. Et donc, du coup, nous, je te dis, je peux partir sans avoir peur de téléphone, sans avoir peur de l'oublier, parce que ça, c'est aussi très important. Et mes projets pour l'avenir et les projets pour notre famille, c'est de rester ici. Voilà. Profiter. Et de continuer à pouvoir porter et essayer de partager notre expérience avec d'autres parents qui se retrouvent dans la même galère que nous, on a été à la découverte de la maladie. Merci beaucoup, Alan, pour ton témoignage encore une fois. Bon courage pour la suite. Et puis, n'hésite pas à me donner des nouvelles. Je serais ravie de voir comment Nila évolue dans son école maintenant. Merci. Et puis, au plaisir d'avoir des nouvelles. Merci.